Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous jouez aux jeux vidéo ? Il peut y avoir plein de raisons. Ça peut être tout simplement pour vous divertir, pour passer le temps pendant un trajet en train ou en avion, pour vous changer les idées quand vous n'allez pas bien, ou quand vous avez envie de ressentir certaines émotions plus ou moins fortes. Et toutes ces raisons sont parfaitement valables, évidemment. Mais personnellement, il y en a aussi une autre qui me pousse à jouer à un certain type de jeu en particulier. En fait, j'aime quand un jeu m'engage intellectuellement, quand il me fait réfléchir à des questions qui dépassent le seul cadre du jeu lui-même, des questions profondes, voire philosophiques. Souvent, ce sont les jeux narratifs qui répondent le mieux à cette envie. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce qui est, je pense, l'un des meilleurs exemples du genre. The Red Strings Club. Santé. The Red Strings Club se déroule dans un futur plus ou moins lointain, dans lequel les grandes corporations dirigent le monde et les augmentations cybernétiques sont monnaie courante. Il vous mettra dans la peau de différents personnages. Donovan, le gérant du Red Strings Club, qui, grâce à ses cocktails, peut influencer l'état d'esprit de ses clients et leur soutirer des informations. Brandeis, un activiste freelance qui possède de nombreuses prothèses cybernétiques. Et Akara 184, un androïde créé par une multinationale du nom de Supercontinent Limited, dont le but est de rendre les gens heureux. IL s'est échappé du laboratoire dans lequel IL a été créé et a été recueilli par Donovan. Au début du jeu, on apprend que Supercontinent, la corporation qui a créé Akara, a mis au point un programme du nom de SPW, pour Social Psyche Welfare, dont le but est d'altérer l'esprit de toute personne possédant des implants cybernétiques, en supprimant toutes les émotions négatives, telles que la colère ou la tristesse, afin de créer une société fondée sur le bonheur, et donc, a priori, parfaite. Le but de Donovan, Brandeis et Akara 184 sera donc de contrecarrer les plans de Supercontinent. À première vue, ça a l'air d'une histoire plutôt banale pour un jeu qui se déroule dans un univers cyberpunk. Sauf qu'il y a un twist. Certaines décisions prises par le joueur auront une influence directe sur les événements du jeu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il porte super bien son nom, parce que la traduction de Red String, c'est fil rouge, et justement, les actions du joueur ont une influence directe sur le fil rouge du jeu. Ainsi, il y a de fortes chances que toutes vos parties soient différentes, sauf si vous faites exactement les mêmes choix à chaque fois, évidemment. Et comme toute bonne aventure narrative qui se respecte, The Red Strings Club traite de différents sujets, parfois difficiles, avec une finesse rare. J'ai donc décidé de vous parler de ce que je pense être les 3 thèmes principaux, à savoir les émotions, la question de l'identité, et enfin la moralité. Alors évidemment, ça va être difficile de vous parler de tout ça sans spoiler, donc je vous recommande de jouer à The Red Strings Club avant d'aller plus loin. Mais vous inquiétez pas, le jeu est relativement court, il vous faudra pas plus de 4 ou 5 heures pour finir votre premier playthrough. Et si vous n'avez pas envie d'y jouer vous-même, il y a plein de playthroughs complets disponibles sur YouTube, vous trouverez un lien dans la description. Allez, c'est parti. Le but de Supercontinent est donc de créer une société libre de toute pensée négative. Si l'on en croit les différents employés de la firme que l'on va croiser au fil du jeu, les intentions de Supercontinent et de sa mystérieuse PDG sont bonnes et tout à fait louables. Et sur le papier, c'est vrai, une société dépourvue d'émotions négatives ne peut qu'être parfaite, non ? Eh bien, pas d'après Donovan. Pour lui, les émotions négatives sont nécessaires à notre développement personnel et même au développement de la race humaine. La tristesse n'est autre que le moteur de la vie, c'est ce qui en fait tout le sel. Certes, certains moments ne seront pas agréables à vivre, mais si on en a vécu, si on sait ce qu'est la tristesse, les bons moments n'en seront que meilleurs en comparaison. Pour citer directement Donovan, supprimer une moitié de la dualité de la vie rend l'autre moitié vide de sens. Et quand Diana, l'une des employées de Supercontinent, dit qu'elle considère le SPW comme une forme d'évolution, Donovan peut lui répondre que cela reviendrait au contraire à priver l'humanité de la perspective que peut apporter la tristesse, ou de la détermination que peut apporter la colère. Pour lui, une société qui ne se met pas en colère est une société qui rejette le changement. Le SPW serait en fait tout le contraire d'une évolution, puisqu'il reviendrait à déposséder l'humanité des outils qui lui permettent de faire face à la réalité. Donovan va même jusqu'à dire que Diana a, en réalité, créé un système qui arrêterait le temps. Ainsi, les émotions négatives telles que la tristesse ou la colère seraient indispensables au développement du genre humain, puisqu'elles nourrissent notre créativité, notre individualité et notre libre arbitre. Et même dans le jeu, certains personnages affiliés à Supercontinent ne sont pas d'accord avec la philosophie de l'entreprise. C'est par exemple le cas d'Akara 184, qui pense que le bonheur ne se limite pas qu'à une simple stimulation émotionnelle. Ainsi, quand IL propose à Donovan de lui faire passer un test après chaque rencontre avec un employé de Supercontinent et qu'IL lui promet une récompense s'il réussit le test, Donovan demande pourquoi Akara ne se contente pas de lui
donner la récompense directement, étant donné que sa fonction première est de rendre les gens heureux. Ce à quoi l'Android répond « J'ai été créé pour vous rendre heureux, pas pour réaliser tous vos vœux ». Donc si l'on en croit Akara, le bonheur implique une certaine part de challenge, et on ne serait alors pas réellement heureux si on nous servait tout sur un plateau d'argent. Ensuite, plusieurs éléments renvoient à la question de l'identité. Déjà, comme beaucoup d'autres œuvres cyberpunk, le jeu traite du transhumanisme, notamment par le biais des augmentations cybernétiques que se sont fait greffer une bonne partie de la population. C'est par exemple le cas de Brandeis, qui a entre autres un bras bionique, ou encore de Diana, qui s'est carrément fait remplacer tout l'arrière du crâne. D'ailleurs, Diana avoue à Donovan qu'elle a complètement inhibé sa capacité à aimer. Or, on peut légitimement se demander si Diana est alors vraiment elle-même. Après tout, est-ce que ce ne sont pas nos émotions qui nous définissent en tant que personne? Donc si on décide de supprimer toute une partie de notre spectre émotionnel, est-ce qu'on est encore nous-mêmes? C'est en tout cas la question que se pose Donovan, et l'une des raisons pour lesquelles il s'oppose au SPW. Mais la question de l'identité est aussi soulevée par un autre personnage, celui de Larissa. Larissa est une cliente régulière du Red Strings Club, qui se démarque par son côté très fêtard. Et Larissa a aussi sa propre idée de ce qui forge l'identité d'une personne. Pour elle, nous ne nous définissons pas simplement par certaines caractéristiques précises, telles que notre apparence ou nos traits de caractère, mais c'est la somme de tous ces éléments, et d'autres encore, qui font que nous sommes nous. Et cette vision des choses prend tout son sens dans la dernière portion du jeu, lors de laquelle on incarne Brandeis. Grâce à l'un de ses implants, ce dernier peut répliquer la voix d'une personne donnée, à condition qu'il dispose de suffisamment d'informations sur elle. Il s'infiltre alors dans les bureaux de Supercontinent afin de mettre fin une bonne fois pour toutes au SPW. Il doit donc appeler différents personnages au téléphone en usurpant la voix d'autres, afin de glaner un maximum d'informations pour parvenir à ses fins. Pendant cette séquence, le joueur apprend que Larissa est en réalité une femme transgenre, et que l'un de ses collègues, qui est probablement amoureux d'elle, utilise son dead name en tant que mot de passe pour son ordinateur. Le dead name, pour une personne trans, c'est le nom qui lui a été assigné à la naissance, et qui ne correspond donc pas au genre auquel cette personne s'identifie. Le fait qu'une personne a décidé de laisser de côté le nom qui lui a été assigné pour en choisir un autre qui lui correspond mieux, est un élément parmi tant d'autres qui vont forger l'identité de cette personne. Étant donné que si elle n'avait pas pris cette décision, elle ne serait tout simplement pas qui elle est aujourd'hui. En d'autres termes, notre identité ne se limite pas à notre nom ou à notre genre, mais c'est un pot pourri de tout ce qui nous caractérise. Notre physique et notre psyché, certes, mais aussi nos actions et notre passé, aussi douloureux soit-il. Et ce sont tous ces éléments mis ensemble qui vont forger notre individualité. Le troisième et dernier thème est peut-être le plus important, puisque c'est celui qui permet de lancer l'intrigue. En effet, tous les personnages, ou presque, sont intimement convaincus que leurs intentions sont louables. Leurs idéaux sont différents et ne peuvent pas coexister. Pourtant, les deux parties, aussi bien Supercontinent que le Red Strings Club, ont un but commun. Le bonheur. Le problème, c'est que ce que chacun considère comme bien est considéré comme mal par l'autre. Donovan pense que le plan de Supercontinent équivaut à du lavage de cerveau, et un employé de Supercontinent souligne l'ironie de la position de Donovan, qui veut une population totalement indépendante et libre, mais qu'il manipule pourtant lui-même pour arriver à ses fins dans son travail d'indic. Et la question de la moralité est parfaitement représentée dans ce que je considère être l'un des passages les plus poignants du jeu. À un moment, Akara 184 dit à Donovan que si elle parvenait à prendre le contrôle de Supercontinent, elle suivrait les directives que lui aurait donné le barman vis-à-vis du SPW. Et elle pose alors une série de questions qui vont remettre en cause le positionnement de Donovan. Devrait-il supprimer l'anxiété et la dépression de l'esprit de la population? Devrait-il laisser les gens se suicider? Devrait-il laisser les gens commettre des viols? Devrait-il laisser les gens commettre des meurtres? Devrait-il supprimer toute forme de discrimination? Et enfin, devrait-il laisser les femmes être oppressées? Pour rappel, Donovan est fortement opposé au SPW. Pourtant, si le SPW était lancé, il n'y aurait plus d'anxiété ou de dépression, de suicide, de viol, de meurtre, de discrimination et de sexisme. Et donc là, ce n'est pas seulement la moralité du personnage de Donovan qui est remise en cause, mais aussi et surtout celle du joueur. D'autant plus que les choix qu'il va faire à ce moment précis seront cruciaux, étant donné qu'ils vont directement influencer la fin du jeu. Fin qui contient d'ailleurs un et potentiellement plusieurs twists que je refuse de vous révéler. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que non seulement on nous fait questionner notre perception du bien et du mal, mais en plus on nous met directement face aux conséquences de nos choix. Et ça, c'est très fort. Alors certes, The Red Strings Club n'est pas un jeu parfait. Certaines mécaniques de gameplay sont sous-exploitées, et j'ai parfois eu l'impression que les développeurs avaient essayé de rallonger la durée de vie de manière assez artificielle. Mais en termes de narration, c'est tout simplement l'une des plus grosses claques que j'ai pu prendre de ma vie de joueur. J'en suis sorti à bout de souffle. Et bordel, ça fait du bien.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, tout ça. Vous connaissez les bails. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur The Red Strings Club si vous y avez joué, et à me conseiller des jeux similaires si vous en connaissez. Sur ce, on se retrouve bientôt dans le salon pour de nouvelles vidéos. D'ici là, surtout, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.